Et je profite, d'avoir, la parole pour, peut-être Momo, si tu es, d'accord, introduire, le deuxième invité, Bien sûr. que tu vas présenter, si, s'il veut bien, monter. Alors, c'est Cyril Voilà. Chevreau. Bah, je vais le Ouais. présenter pendant qu'il monte. Voilà. Yes. Et puis ensuite, il complétera. Je pense qu'il nous écoute. Donc, voilà. Et Pierre, il Oui. complétera. Alors, Cyril Chevreau, qui est-il? Il faut savoir que Cyril Chevreau, en fait, il était là à peu près en même temps que Majid Oukacha, finalement. Donc, Cyril Chevreau, c'est un Français qui a grandi dans une cité, dans une famille très nombreuse, et qui est passé par la DAS, hein, tu me corrigeras si je me suis trompé. Mais en tout cas, ça a été une enfance assez difficile. Et il s'est converti à l'islam. Il en est sorti. Et aujourd'hui, voilà, il le vit très bien. Il est très heureux. Il a une grande famille. Euh, et il a ouvert une chaîne YouTube il y a déjà plusieurs années. Je pense à peu près en même temps que Majid Oukacha. La différence, et pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu plus que ça parler de Cyril Chevreau, c'est que Cyril Chevreau n'a pas basé son travail sur la réfutation de l'islam en tant que tel. Cyril Chevreau, c'est un grand lecteur, donc son podcast, enfin sa chaîne YouTube, donc vous pourrez le retrouver en tapant Cyril Chevreau sur YouTube. C'est une chaîne qui parle principalement de livres, mais aussi une chaîne où il va aussi mener des interviews, voire des débats. Avec des personnes souvent qui sont des personnes qu'on connaît, hein. Par exemple, il a accueilli il a accueilli la personne du Café Laïque. Rappelez-moi son prénom, excusez-moi. Fadila, Fadila j'ai Maroufi. oublié son nom de Enfin famille. voilà, toutes les personnes finalement qui orbitent autour de nous orbitent aussi autour. Ah, Ah, on a encore perdu Momo. encore une petite coupure. Bah, peut-être puisqu'il y a une coupure, on donne directement la parole à notre invité, hein. Pas primaire chez lui, c'est pas Ah, son cheval de Ah, bataille. Mais voilà, pour l'Apostasy Day, et parce qu'il a tout à fait sa place chez nous en tant qu'apostat authentique, voilà, il coche toutes les cases. Je savais que Cyril, il allait finir par nous rejoindre, mais voilà, j'attendais qu'il y ait une belle occasion qui se présente. Et aujourd'hui, comme c'était l'Apostasy Day, voilà, on avait déjà échangé quelques messages, mais j'attendais un grand jour pour vous le présenter et pour le présenter à la communauté. Et puis maintenant, bah, Cyril, je te laisse la parole et je te laisse compléter ce que j'aurais pu omettre. Ouais, et puis voilà, à toi. Écoutez, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir, c'est gentil. bonsoir. Euh, Effectivement, bah oui, je confirme tout ce que Momo a dit. Et puis c'est vrai que j'ai plutôt basé, en fait, même si je parle quand même d'islam et d'apostasie sur ma chaîne, via des livres ou via des. C'est vrai qu'il y a deux choses différentes. C'est que j'ai pas forcément axé mon travail sur l'islam en tant que tel, mais plutôt sur la religiosité, même quand la religiosité n'a pas de révélation. Donc ça peut être, je sais pas, la religion végane, la religion, vous voyez, tout ce qui est religion. Je me suis fait avoir une fois, et en fait j'essaye de par la philosophie, puisque je suis sorti de l'islam grâce à Spinoza. J'essaye par la philosophie en fait de mettre en lumière en fait comment dire, tous les travers qui permettent de manipuler l'être humain en fait pour les religions quelles qu'elles soient. Voilà. C'est ce que je pourrais rajouter. Effectivement, je lis pas mal, donc ça me permet de présenter entre 1 et 2 livres par semaine. Et donc voilà, je travaille désormais avec des maisons d'édition qui m'envoient régulièrement des livres, notamment en philosophie, mais également des livres de musulmans qui m'envoient leurs livres pour essayer de me convaincre. Donc parfois, c'est un exercice sympa de démonter leurs livres. Voilà, sinon, effectivement, je fais partie de l'Observatoire du défondamentalisme avec Fadila Maroufi. Elle m'avait invité à venir. Qu'est-ce que je peux dire? Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai aussi un podcast et un site internet. Voilà. Et c'est vrai que je suis assez solitaire aussi parce que j'aime beaucoup la liberté et du coup, voilà, je suis peut-être un peu associable, je sais pas. ça m'étonnerait que ça soit le cas. Euh, mais sinon, moi, j'aimerais bien peut-être me pencher sur un point que vous n'avez pas encore cité. C'est quel a été ton lien avec l'islam quand tu étais pratiquant et à quel moment
J'ai pas écouté la Mais deuxième question. Ça a coupé, je crois. voilà. Ouais, je crois que ça a coupé, il a bégayé. Répète, Amir. Ah, je bug. Je bug. Ouais, oui, Bon, oui, j'ai oui. effectivement une connexion afghane ces jours-ci. Mais ce que je voulais dire, c'est quel a été ton lien avec cette croyance, avec l'islam, et quel a été le moment crucial, mis à part ce que tu as cité Spinoza, le moment où tu t'es dit, non, là, je peux plus croire, j'arrive, c'est bon, ça marche plus. Euh, Mon lien avec l'islam, je pense, alors ça c'est quelque chose que j'ai intellectualisé après, parce que sur le moment je ne savais pas, mais comme Momo l'a dit, je viens de foyer, j'ai été placé à 7 ans, j'ai pas eu de transmission culturelle ou cultuelle. Donc à tous ces niveaux-là, j'étais tout nu et j'avais pas de famille, j'avais rien. Donc vous connaissez bien ces cercles-là. Quand vous arrivez, vous êtes potentiellement un nouveau converti, vous êtes la petite coqueluche de la micro-société dans laquelle vous êtes. Et puis d'un coup, vous avez des questions existentielles, des peurs existentielles, comme tout le monde. Certains ont papa et maman qui vont pouvoir les aider à gérer ça. Moi, j'avais personne. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que l'islam répond à tellement de choses en même temps. Tu sais pas qui tu es, l'islam te dit qui tu es. Tu as peur de la mort, l'islam te rassure, te prend dans les bras et te console. Tu as peur de perdre tes êtres chers, l'islam est là, te rassure, te console. Tu fais partie du bas de la société, tu es foulé aux pieds par toute la société. T'inquiète pas, l'islam rétablira la justice après la vie. Tu te sens seul, t'as pas de famille, t'inquiète pas, l'islam est ta nouvelle famille, etc., etc. Donc c'est un petit peu tout ça qui m'a mené à l'islam plus qu'autre chose. Et puis parce que il faut quand même se le dire, c'est que dans les quartiers français aujourd'hui, si vous recherchez une spiritualité, à part l'islam, il y a plus rien. Il y a plus rien. Donc voilà, ça c'est pour mon lien avec l'islam. Après, j'avais un lien qui était plutôt quand même, j'avais une croyance forte en Dieu et j'étais de ceux qui étaient un petit peu dévots et je faisais pas beaucoup de compromis en fait avec la religion. Je faisais pas beaucoup de compromis avec ceux qui, voilà, vous savez, oh je fais pas le Ramadan aujourd'hui, j'ai pas le goût, ou oh tiens je vais pas à la mosquée aujourd'hui, j'ai pas le goût. Voilà, j'étais pas très complaisant avec ces personnes-là. Et puis au niveau du moment où je suis sorti, ben comme je vous l'ai dit, c'est Spinoza, c'est tout bête, hein, mais je suis allé dans un magasin de vente d'occasion, vous savez, les trocs de Lille, si vous connaissez, et j'avais écouté dans un titre rap que j'écoutais à l'époque d'Assassin où il parlait de Spinoza et il disait libéré de la servitude et des passions comme Spinoza. Et c'est vrai que moi j'étais quelqu'un de très colérique et la perspective de maîtriser mes passions en fait me faisait envie. Et donc, j'ai pris 2 livres de Spinoza qui m'ont coûté pas cher du tout. J'ai acheté l'éthique et le traité théologico-politique. L'éthique, je l'ai lu, j'ai rien compris, donc je l'ai posé parce que voilà, ça m'a pris une quinzaine d'années pour le comprendre. Par contre, le traité théologico-politique qui est beaucoup plus simple et qui met en pièces, de mon point de vue, toutes les religions abrahamiques de manière géométrique, eh ben, c'est vrai qu'il m'a convaincu parce que, eh bien, je le savais pas, mais je suis quelqu'un qui est très rapidement convaincu par la rationalité, par les arguments, par l'intelligence. Et il a parlé à mon intelligence pour la première fois et ça m'a fait du bien. Et après, ça a mis quelques temps. Je crois que ça a dû mettre 6, 8, 10 mois pour que je sorte de l'islam véritablement. Mais en tout cas, ça a commencé à ce moment-là, en fait. Quand j'ai commencé à lire le traité théologico-politique, ça a quand même mis dans ma tête de sévères arguments en fait contre la religion et une manière de penser qui m'était complètement inconnue et c'est comme si vous m'aviez apporté la lumière en fait quand j'ai commencé à lire ce livre. La lumière de l'entendement. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai gardé cet angle-là, parce que moi, quand j'étais musulman, il y a beaucoup de gens qui me sont rentrés dedans, il y a beaucoup de gens qui avaient des réactions racistes, épidermiques, il y avait des gens qui avaient des réactions justifiées contre cette religion également. Et à chaque fois qu'on a été agressif avec moi, ça marchait pas. Et par contre, quand on a parlé à mon intelligence et qu'on m'a fait réfléchir, et le premier qui a fait ça, c'est Spinoza, ça a fonctionné. Et donc, je me suis dit, voilà, si ça a fonctionné avec moi, ça veut dire que ça peut fonctionner potentiellement avec d'autres personnes. Et du coup, j'ai gardé cet angle. Voilà. Très bien. Donc, si j'ai bien entendu, là, c'était la première pièce domino qui a un peu foutu la zizanie dans ta foi, en tout cas cette fois-là.
Et j'aimerais bien connaître la dernière pièce du domino, au moment où tu t'es dit, bah, c'est bon, je ne fais plus ramadan, je suis plus musulman. Le moment où tu as dit ça. Parce que ça, c'est que le début, parce que nous tous, on a un chemin qui a mis des fois des semaines, des années. Mais la dernière étape, quelle a été la dernière étape, le truc? La dernière étape symbolique, c'est plutôt une action, parce qu'au niveau intellectuel, il s'est rien passé d'autre que le déroulement de la pensée de Spinoza. Honnêtement, Ouais. c'est le début et la fin. Par contre, c'est vrai que si on veut connaître quelle action concrète j'ai fait, je suis descendu au quartier, j'ai mis une grosse croix chrétienne que j'avais de la communion que m'avait faite ma grand-mère. Je l'ai affichée devant tout le monde et j'ai dit l'islam, c'est terminé maintenant. Ah ouais, waouh. Voilà. Ah oui. Alors, comme vous vous en doutez, j'ai dû poser quelques droites, hein, parce que sinon, c'était compliqué. Surtout que ma blancheur me suppose faible en quartier. Donc, il a fallu que je montre un petit peu, mais ça s'est pas trop mal passé. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, Voilà. c'est unique. Pourtant, le passage que tu me décrivais, je te tutoie, hein, avec tout le respect que je te dois. Euh, le passage que je trouve similaire avec un des membres du cercle des apostats qui s'appelle John Duff, qui lui aussi vient voilà, d'une situation familiale très compliquée. Lui, il était un peu, bon, il a des origines, même s'il n'a pas connu ses parents. Lui aussi s'est réfugié dans la religion pour les mêmes raisons que tu décrivais. Ça m'a fait penser à ça. Et lui, malheureusement, il est parti encore plus lourd, je ne sais pas ton cas, il est parti vers le djihad, carrément, et la prison. Donc, mais ça ressemble beaucoup à ce passage-là que tu nous partageais. Effectivement, c'est vrai que moi, à mon époque, je me souviens quand j'étais en foyer à Saint-Étienne, on commençait à avoir des personnalités cheloues qui venaient dans notre collège spécial renvoyé de la région, là, où on m'avait collé. Et c'est vrai qu'on avait des gens qui cherchaient à nous emmener en Bosnie. Mais ce que je crois, c'est que j'ai eu de la chance. C'est que ma grand-mère, elle m'a fait aimer la lecture quand j'étais gamin, parce que de temps en temps, les week-ends, quand je sortais du foyer, j'allais chez ma grand-mère et elle me faisait lire et du coup j'ai toujours aimé en fait lire et il y a toujours eu, même quand ça a été un petit peu distendu, il y a toujours eu un rapport avec les livres, un rapport avec le savoir et une soif, une curiosité de savoir qui peut-être m'a empêché d'aller trop loin parce que j'avais le cœur enragé de ces gens qui viennent de foyer qui à part leur rage n'ont pas tellement de boussole et pas tellement de limites malheureusement. Momo, si tu veux intervenir, moi j'ai encore des questions en stock. Non, vas-y, Amir, mais tu fais bien de rappeler un peu des lieux communs, Cyril, mais la lecture, c'est vraiment le b.a.-ba parce que qu'est-ce que la lecture, Cyril, on pourra un peu en parler, mais quand tu lis, tu t'ouvres, enfin, tu rentres un peu dans la tête du romancier, enfin, de la personne qui a écrit le livre. Ça veut dire que tu as accès, en plus au meilleur, parce que c'est en général un roman, une fois que tu l'as écrit, c'est que vraiment tu as donné toute ton âme là-dedans. Donc tu rentres vraiment dans la tête de la personne et en plus ça te donne des possibilités euh, avec ton imagination, enfin tu peux vraiment augmenter le champ des possibles. Et c'est pour ça que c'est très important la lecture. Imaginez une personne qui n'a jamais lu, bah, son seul univers mental, enfin, même littéralement, c'est ce qu'elle regarde à la télé, c'est les discussions peut-être qu'elle a avec ses potes, qui doivent être du même niveau que elle, et ça va pas beaucoup plus loin. Alors que quand tu lis un livre, vraiment, c'est le champ des possibles qui s'ouvre. Et voilà pourquoi il faut prendre. Et la lecture, c'est pas facile. Voilà, je vais essayer de me rappeler, parce que moi aussi, à 15 ou 20 ans, j'avais la vingtaine, et pour moi aussi, c'était difficile de lire des livres. Mais honnêtement, c'est un peu comme le sport. Il faut y aller progressivement. Je vous conseille, franchement, de commencer par des petits livres, et puis ensuite, petit à petit, vous alliez lire des livres de plus en plus importants. Mais c'est faux de dire je n'aime pas la lecture. J'aime pas la lecture, c'est comme tu dis, j'aime pas le sport pour quelqu'un qui fait jamais du sport. C'est de la pratique. Et il faut y aller. Et il faut. Donc voilà, je vous encourage vraiment à lire. Ça sert à rien que j'encourage vos enfants à lire. Vous le faites déjà à ma place. Tout parent sait que ses enfants doivent lire. Je parle à tous les adultes qui m'écoutent. Voilà, il faut le faire, il faut le pratiquer quotidiennement, comme un exercice, voilà. Je sais que c'est un lieu commun, je sais que c'est basique, c'est presque même paternaliste, mais je fais un appel, voilà, je fais un appel à tout le monde, parce que nous, les apostats, là, je parle vraiment à ma communauté, on doit,
on doit pas être la meilleure des communautés, un peu dans le sens islamique du terme. Voilà, ça veut rien dire ça. Mais je veux dire, on est tellement peu nombreux que, je vous le dis, si on s'améliore pas, si on ne devient pas la meilleure version de nous-mêmes, on n'arrivera à rien parce que on n'a pas le nombre et on aura. Alors, on peut avoir le nombre, on va dire. Tactiquement, intellectuellement, tu peux inventer des scénarios où on réussit à faire apostasier les 2 milliards de musulmans. Non, mais je veux dire, bon, ça c'est voilà, mais ça reste dans l'ordre du fantasme. Mais dans le monde réel, j'ai envie de vous dire, voilà, on va certainement être assez peu nombreux, donc on est obligé de remplacer la quantité par la qualité. Donc allez-y tout le monde, voilà, lisez ce que vous voulez pour commencer, et puis ensuite voilà. Et vous avez la chaîne de Cyril Chevreau. Honnêtement, Cyril, je veux pas lui lancer des fleurs, mais il a une petite chaîne, mais c'est totalement injuste et injustifié le nombre d'abonnés. Mais il produit un travail de qualité. Il vous fait vraiment des fiches de lecture en une demi-heure. Vous avez le contenu des livres. Donc, allez suivre sa chaîne et vous allez voir, enfin, t'as au moins recensé, je sais pas, 100 ou 150 livres dans ta chaîne. Donc, franchement, il y a à boire et à manger. Donc, allez-y et vous allez forcément trouver des choses qui vous intéressent. Et voilà, quels que soient les sujets, vos sujets de prédilection, voilà, féminisme pour Noël, je suis sûr que Cyril, il a déjà dû lire des livres. Enfin, et peu importe les sujets, je veux dire, voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Effectivement, je lis à peu près je chronique à peu près 2 livres par semaine depuis 5 ans. Donc, ouais, ça commence à en faire pas mal. Ce que j'aime bien et ce que je fais depuis 2 ans, depuis le confinement à peu près, ouais, 2, 3 ans maintenant, c'est de faire des débats avec des musulmans. Parce que c'est bien de parler dans son coin et de démonter des arguments dans son coin, mais c'est bien, il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est-à-dire, on est quand même dans une société du clash, et si je suis pas forcément pour le clash, il faut des fois qu'il y ait des face-à-face pour montrer que eh ben, nos arguments, ils tiennent face à quelqu'un. Nos arguments, ils sont pas ridicules. Et ça, c'est le premier point. Et puis, tu m'as fait penser à quelque chose pendant que tu parlais, c'est que euh, hier, je disais, je me souviens plus à qui, mais hier, je disais, les musulmans, entre eux, ils n'ont pas besoin de se parler pour s'entendre, en fait. Ils ont une espèce de mouvement, un mouvement commun, duquel ils n'ont pas besoin de parler pour aller du côté de ce mouvement. Et du coup, ça leur donne une force symbolique qui me paraît extrêmement puissante. Et moi, j'essaye de m'appuyer, peut-être à tort, je ne sais pas, mais j'essaye de m'appuyer sur le mouvement des Lumières français qui, lui aussi, bénéficie en France, même si en ce moment, il n'est pas au top de sa forme, mais il bénéficie quand même aussi d'un mouvement et d'un poids symbolique important qui permet de peut-être faire contrepoids à cette religiosité qu'on commence à voir un petit peu de partout. Et qui commence à avancer même en Europe. Hein. Je regardais tout à l'heure une info au Danemark. Ils vont désormais interdire les autodafés et les Corans brûlés parce que ils commencent à craindre un petit peu les réactions des pays musulmans. Donc c'est en train d'avancer chez nous et vraiment il va falloir qu'on passe la seconde, quoi. Voilà. C'est pas moi qui a perdu la connexion, hein. Ah. Ah non, on entend très bien, on t'a très bien Ouais, entendu, Cyril. Donc voilà. ouais, moi je Amir, l'ai je te très laisse bien rebondir, en fait, entendu tu avais une aussi. question, ou sinon Nawel, enfin, je sais pas. Ah non, moi j'ai pas Allez-y. de questions, c'était juste pour dire que j'avais Ah très bah bien ouais, entendu. Je pense définitivement, Amir, que on l'a oui, perdu. on vient de perdre Amir en cours de route. Il revient. Ouais, non, ça va, ne vous inquiétez pas, continuez. Voilà. Ouais, c'est inquiétant, hein, l'histoire des autodafés. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'en Europe, on aime moins le conflit qu'en Méditerranée. Enfin, tu sais, il y a un peu un truc latin versus peut-être un peu nord de l'Europe. Je sais pas à quel moment ça commence, mais on est un peu frileux sur. On aime bien ce qui est un peu législatif, mais tout ce qui est clash et malheureusement, la religion, c'est pas un truc qui se. Enfin, ils essayent de le faire, les frères musulmans, vous voyez bien, ils essayent d'imposer un peu, enfin, pas d'imposer, mais de proposer des lois, voilà, on l'a vu avec les hijabeuses et tout. Mais c'est pas vraiment comme ça. On peut pas expliquer le succès de l'islam en Europe comme ça. Non, ça s'est fait plutôt par. En fait, c'est du travail de fourmi qu'a fait chaque musulman. Voilà, on connaît tous ça, on l'a fait en plus. Les musulmans sont hyper prosélytes. Et ça se fait, voilà, en parlant, en dialoguant. Et les musulmans n'ont pas peur de le faire. Et le problème, c'est que les Européens, eux, franchement, honnêtement, vous en avez vu beaucoup dans votre vie des chrétiens vous saouler avec le christianisme. Enfin, moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Et c'était pas une histoire du fait que je leur faisais peur ou quoi. C'est que c'est pas le même comportement. Et
on va se faire bouffer par ça. Et les autodafés, c'est quoi? C'est pas juste des frères musulmans qui sont partis sonner, voilà, chez les ministres du Danemark. Je pense que c'est aussi un vrai mouvement populaire. Les gens individuellement, les musulmans en tout cas, sont outrés qu'on brûle des Corans parce que, ouais, parce qu'en face aussi, personne ne leur explique euh, C'est ça. quelles sont les raisons. Bon, c'est vrai que c'est vrai C'est que c'est exactement pas, là c'est où pas facile. Ouais. Pardon, excuse-moi. Non, Non, mais vas-y, c'est vas-y. exactement là. C'est exactement là où je voulais en venir, c'est-à-dire que comme sur un autre sujet aujourd'hui, mais c'est pour vous faire comprendre où je veux en venir, même si ce que je vais dire, ça n'a pas forcément à voir avec la conversation, mais aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un ce qu'est être français, il bégaye. Et de la même manière, si vous demandez pourquoi le blasphème est important, les gens ils bégayent, ils savent pas expliquer pourquoi. C'est pour ça que les livres sont importants, pour qu'on se réapproprie tout ça. La France est quand même une des premières nations à avoir arraché le pouvoir à Dieu. Il faut qu'on explique pourquoi on l'a fait. Il faut qu'on se rappelle, nous, et il faut qu'on le transmette à nos enfants, et il faut qu'on le jette à la face des gens qui souhaiteraient réinstaurer le blasphème. 1791, la première libération du blasphème en France. Pourquoi on a voulu en arriver là? C'était quoi le but? Il n'y a plus personne qui est capable d'expliquer tout ça. Moi, quand j'écoute les politiques ou les intellectuels parler de laïcité, j'ai mal aux oreilles. Ils sont pas capables de parler d'autre chose que de la loi de 1905 qui ne contient dans tout son entier absolument jamais le mot laïcité. C'est une loi de séparation, c'est pas la laïcité. La laïcité, c'est 500 ans depuis Montaigne jusqu'à aujourd'hui. C'est 500 ans en fait d'un mouvement ininterrompu et qui n'a pas de raison de s'interrompre aujourd'hui. C'est un mouvement qui est vivant, qui est en mouvement. Et là, on nous explique que ça y est, la laïcité, elle a été réglée en 1905 et on n'a plus rien à en dire. Ça y est, c'est terminé. Et moi, c'est ça qui me met un peu en colère, c'est que voilà, il y a des gens qui défendent des idées, mais ils sont pas capables d'expliquer pourquoi ils les défendent, et ils sont pas capables d'expliquer en fait l'importance des idées qu'ils défendent. Et du coup, si on n'est pas capable de faire ça, on tient pas devant un débat, et puis du coup, on convainc personne, voilà. Mais ça s'applique pas forcément à vous, c'est plus dans la sphère politique, dans la sphère publique, et voilà, ça a tendance à m'irriter un petit peu, voilà. C'est pour ça que je le dis de manière aussi vive. Eh ben, merci. Et clairement, ça pourrait. C'est pour ça que moi, je m'égare pas trop quand je m'exprime. J'essaie de parler de ce que je sais pour justement éviter de faire siffler les oreilles de Cyril sur la laïcité ou sur d'autres ou sur l'histoire. Euh, euh, Clairement, merci de faire ton travail, merci de contribuer à ça, à ce que les gens réfléchissent. Je voulais revenir sur, parce que j'ai pas mal d'amis apostats, eux aussi, le bouton esprit critique s'est allumé en lisant Spinoza. Euh, euh, Suite à ça, je veux te faire encore revenir en arrière. Quel a été peut-être, ou peut-être c'est pas le cas, est-ce qu'il y a eu un moment donné aussi où quand tu lisais le Coran, il y avait des choses qui te choquaient, qui rentraient en contradiction avec le rationnel que tu as pu apprendre et absorber des livres de Spinoza ou autres? Ouais, il y avait des contradictions, mais après, c'est vrai que j'étais jeune et que je fouillais pas forcément d'une manière extrêmement importante le Coran. J'écoutais plus l'imam à la mosquée. Et c'est vrai qu'il y a eu il y a eu quand même des choses qui se sont allumées dans mon cerveau. J'ai toujours été profondément antiraciste. Et c'est vrai que quand certains imams m'expliquaient que faire le mal, c'est bien, mais quand tu fais le mal par rapport à un occidental, c'est un poil moins grave. C'est vrai que ce genre de discours, voilà, à la fin, avant de partir, moi, j'allais discuter. Et puis on me faisait comprendre que bon, j'étais pas musulman depuis longtemps, et puis qu'en plus j'étais blanc, donc j'étais un musulman. On était content que je sois converti, mais bon, parle pas trop parce que t'es un musulman Lidl, t'es blanc, reste tranquille, reste à ta place, on discute pas ce que dit l'imam. Et là, j'ai commencé à me sentir intellectuellement en fait étouffé. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens qui, au fil des siècles, ont réfléchi pour toi, et en fait, ils sont tellement supérieurs à toi que ta gueule, en fait, réfléchis pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter, en fait. C'est pour ça que je dis que Spinoza, en fait, a fait redéployer mon intelligence en s'adressant à mon intellect. Et là, c'est comme si j'avais recouvré la vue, en fait. Voilà. Exact, exact. C'est vrai que ça peut être un bon conseil, hein, offrir Spinoza à ses proches musulmans, enfin, Spinoza ou un bon livre, ça peut être une manière un peu détournée de les faire revenir à la raison. Des fois, on parle de stratégie à adopter avec la famille, ça peut en être une, donc voilà, elle me vient à l'esprit. La philosophie, c'est le meilleur des remèdes.
y a du bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense que ça vient de Cyril, ton micro. Ouais. Ou Jacobin, Ouais. je ne sais pas. Ah, Je sais pas Vous lequel des m'entendez? deux. en tout cas, Oui, c'était on pas moi. t'entend. mais- Ouais. En tout cas, Je ça va disais mieux. la philosophie, c'est le meilleur des remèdes. Ouais, c'est Voltaire qui disait la philosophie, cette sœur de la religion qui lui a enlevé les armes des mains. Bah, c'est un petit peu ça, en fait. Bah, je vais vous donner un exemple. Là, la dernière fois, c'était Noël. J'ai offert 1984 en BD à mon cousin. Bon, c'est pas parce que bon, j'aurais offert Spinoza, franchement. J'ai aussi offert La ferme des animaux parce il est tout petit. Donc, ouais, je me suis dit, voilà, offre quelque chose au moins un peu intellectuel. Bon, mais vas-y tranquille, vas-y mollo. Donc voilà, ça peut être une manière de Alors, faire. Spinoza, ça existe désormais en BD, hein, j'en parle sur ma chaîne. Ils ont fait le Ah, traité théologico-politique et l'éthique en BD. C'est vulgarisé, mais c'est déjà des points d'entrée intéressants quand même. exactement. Mais faut plutôt parler des points d'entrée souvent. Enfin, en tout cas pour ce qui est conseils pour offrir des cadeaux à des amis. Parce que si tu arrives tout de suite à offrir un gros bouquin, il y a des gens qui l'ont fait avec moi. Honnêtement, le bouquin, il reste dans l'armoire. Hein. Parce que quand le livre, déjà, c'est pas toi qui as voulu l'acheter, déjà, t'as moins envie de le lire. Mais en plus, si le livre qu'on t'offre, il fait 1000 pages, bon. Donc, ouais, un bon point d'entrée, ça peut être la bande dessinée. Voilà, ça peut... Clairement. Pense à ça pour Noël. Tu devrais faire un truc comme ça, Cyril, sur ta chaîne, peut-être pour Noël prochain. Genre les BD pas trop difficiles. Ouais, je te Ouais, donne c'est une vrai, idée. c'est une bonne idée. Enfin, C'est une un très, truc très comme bonne ça, idée. quoi. Voilà. C'est pas faire Ouais, insulte à la personne à qui on l'offre, hein, mais moi, j'ai vraiment, dans ma famille, il y a des gens, ils disent pas, mais ils disent pas tout court, quoi. Et pourtant, c'est des ingénieurs, enfin, c'est pas une histoire, tout le monde ne lit pas. Donc, voilà. ouais, ouais. Bah, c'est un peu l'histoire. Là, je sors un petit peu du propos. Je vais faire rapide, mais c'est un petit peu l'histoire. Moi, souvent, quand je vois ce qui se passe autour de moi, je me dis, bah, j'ai eu la chance que l'école m'ait éjecté très tôt, finalement. Je dis la chance, c'est un peu facile maintenant, mais j'ai l'impression que même ma fille qui a 21 ans et qui vient de terminer une licence de philo, elle m'explique que l'école, en fait, comment dire, a saccagé sa curiosité, a cadré sa manière de penser, ce qui paraît emprisonnant, et on n'a plus envie de lire parce que quand on était à l'école, on lisait pour les notes et que c'est quelque chose de rédhibitoire, et dès qu'on peut s'arrêter, on s'arrête, quoi. Il y a pas cette notion de plaisir. En fait, c'est ça que j'essaye d'apporter. C'est cette notion de plaisir. En fait, ça doit être un plaisir, une curiosité, aller visiter le monde mental de quelqu'un d'autre que soi. Ça fait travailler l'empathie, ça fait travailler l'intelligence. Ça montre qu'il y a des gens qui ont un monde mental différent d'une autre et que on peut aller épuiser des choses bien et puis on peut aussi parfois aller réparer des choses qui dysfonctionnent. Voilà. Exactement, exactement, clairement. Très, très bien dit, très juste. J'avais une question pour revenir à l'Apostasy Day, à la journée de l'apostasie et le mouvement des apostats. Comment tu vois, toi, aujourd'hui, ce mouvement naissant ou qui est en train de grandir, des apostats qui s'expriment de plus en plus, qui créent du contenu, qui sont présents sur les réseaux? Comment tu vois ça et comment tu vois cette journée de l'apostasie? Moi, je trouve que la journée, alors je vais dissocier les deux, la journée de l'apostasie, moi, je trouve ça vraiment très, très bien. Vraiment, j'adore le concept et je trouve que c'est un moment où on va pouvoir penser, réfléchir à ça, se compter, se rassembler, faire des connaissances, échanger, se rappeler aussi que, enfin pas pour nous parce que forcément on va toujours y penser, mais il y a des gens qui oublient qu'il y a des apostats, qui oublient qu'il y a des gens qui ont souffert de la religion et qui en sont sortis et qui peuvent raconter cette souffrance. Donc ça, c'est hyper important, moi je trouve. Il y a évidemment d'autres, sûrement beaucoup d'autres choses qu'on peut faire ce jour-là et auxquelles on peut penser, mais en tout cas, c'est un jour qui est important, je trouve. Ça, c'est pour le jour en lui-même. Et puis pour le mouvement, je trouve il est aussi extrêmement positif. Voilà, c'est un mouvement dans lequel je me reconnais. C'est un mouvement que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est quelque chose que je soutiens très fort. Maintenant, si je devais avoir une petite critique, parce qu'il faut toujours que je fasse le casse-pied, c'est de dire que j'ai l'impression parfois que les apostats, et ce qui peut se comprendre, parce que je le faisais aussi les premières années, alors moi c'était il y a 20 ans, l'apostasie, donc c'est vrai que je le faisais les premières années et je comprends qu'on le fasse, mais parfois, comment vous expliquer, quand vous sortez de quelque chose,
il faut bien se rappeler que les gens qui sont religieux sont des gens qui sont en recherche de consolation. Ils n'arrivent pas à vivre avec le fait qu'un jour ils vont mourir, que la vie elle s'arrête, elle a une fin. Et vous avez des gens qui n'arrivent pas à comprendre ou à accepter qu'un jour ils vont perdre leurs proches et qu'ils ne les reverront plus jamais, qu'il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a rien. Et ces gens-là cherchent dans les religions une consolation. Et en fait, quand on se concentre uniquement sur la critique de l'islam, en fait, on est en train de leur enlever leur sécurité et on est en train de leur enlever leur consolation. Et en échange, on leur donne rien ou pas grand-chose. Et ce que j'aimerais voir parfois dans ce mouvement, c'est peut-être un peu plus montrer en quoi ça libère, montrer en quoi on est mieux sans religion, montrer en quoi cette vie sans religion, elle est tellement mieux en fait. C'est-à-dire, comme dirait Spinoza, montrer aux gens par les passions joyeuses plutôt que par les passions tristes de la critique, qui sont nécessaires, attention, je ne dis pas le contraire, qui sont nécessaires mais qui ne doivent pas être seules. Il faut montrer également par les passions positives, par les passions joyeuses, et à quel point c'est bien de vivre sans religion, à quel point on récupère de la liberté, à quel point se servir de son entendement, c'est avoir une lumière à sa disposition, c'est pouvoir soi-même donner du sens à sa vie. Enfin voilà, c'est vraiment bien de vivre sans religion et c'est vraiment une libération, et on le sait tous parce qu'on l'a vécu. Mais je trouve que ça manque d'explication à ce niveau-là, ou alors c'est que je ne vais pas aux bons endroits, et là, dans ce cas-là, vous pourrez peut-être m'orienter et me détromper, et ça me ferait plaisir. Non, je te rejoins. Je te rejoins sur ce point-là. Maintenant, justement, vu le nombre qui augmente de créateurs de contenu critiquant les religions en général et surtout l'islam, on commence à se retrouver avec ce que j'espérais il y a 2 ans, un buffet de différents styles, de différentes manières d'aborder la chose, dont celle dont tu parles, qui propose quelque chose de joyeux. Et ça arrive de plus en plus. Maintenant, effectivement, il y en a beaucoup qui sont encore dans la douleur, dans la souffrance, et expriment déjà ça, et c'est déjà une bonne chose. Mais plus on est nombreux, plus différents contenus seront à disposition, et ce buffet-là grandira. Très bien, je ne le vois pas autrement et je trouve que c'est positif de le voir comme ça et je suis assez d'accord. Merci. Merci à toi, Cyril. Est-ce que quelqu'un, en tout cas moi, je voulais juste dire mon mot de la fin. Je suis très content d'avoir vu autant d'invités, Cyril et Naëm et tous les autres qui ont participé. Moi, je vais devoir vous laisser. C'était entre de bonnes mains qui vont continuer l'animation. Il y a d'autres invités qui vont arriver et continuer avec Cyril. Merci beaucoup et passez une bonne soirée, les amis. Merci, Amir. Merci à toi, Amir. Merci Amir. beaucoup. Merci pour tout. Bon, je vais confisquer. Kafir, tu avais quelques mots à nous. Oui, je vais confisquer le micro quelques instants. Salut Cyril. Cyril, si tu te rappelles, on s'est connus sur Twitter au moment où je faisais mes premiers spaces et on parlait de Mila, tout ça. De ce Mila, je me souviens, c'était. Je me disais, tiens, c'est quelqu'un qui est hyper motivé à mettre le focus sur Mila. Ça m'avait plu. Donc, merci. Et petite chose très rapidement, moi, j'ai jamais lu Spinoza. Vraiment jamais lu Spinoza. Je sais, avec les résumés, ce qu'on l'a dit, j'en pense a priori que du bien. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, après un de mes spaces, qu'il reconnaissait beaucoup de Spinoza en moi. Et quand je me suis renseigné sur Spinoza, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je peux pas être à la hauteur de ce type-là. C'est pas parce que je prends la parole dans des endroits publics comme ça, Twitter, que les gens. En tout cas, ça m'avait touché, ça m'avait désarçonné. Je me suis dit, c'est qu'on me compare à Spinoza, ça m'avait vraiment fait. Ça a touché ma modestie profonde, quoi. Moi, je suis comme Brassens, j'ai une modestie quasiment maladive. Et pour revenir très rapidement, et tu me diras ce que tu en penses, Cyril, sur le Danemark qui veut faire une loi pour interdire les autodafés. Pour moi, c'est moins encore que le Danemark, il est un peu plus religieux que les autres pays, mais pour moi, c'est moins une marque de soumission qu'une volonté de protéger les intérêts danois à l'étranger. Les représentations diplomatiques danoises
les populations danoises expatriées parce qu'ils savent qu'ils ont tellement affaire à un ennemi qui est lâche, qui est violent, qui fonctionne par l'attentat, qui fonctionne par la vidéo. Regarde, tu as brûlé le Coran dans ton pays et tu fais le fier. Et ben moi, je vais égorger un des tiens sur une plage et je vais mettre ça sur Internet. Donc, je pense que le gouvernement danois, il se retrouve devant une perspective où ils se disent, on n'a pas envie d'assumer dans le futur quelque chose qui soit comment dire, sanguinaire, qui soit mortel, qui soit de l'ordre de la catastrophe humaine, qui mène donc, je pense que ça les a motivés en premier avant de dire on se met à plat ventre devant l'islam. Parce que le problème, c'est que l'islam, comme je viens de le dire, c'est quelque chose de violent, c'est quelque chose de coercitif, c'est quelque chose de lâche, c'est quelque chose, ils sont capables d'aller kidnapper une famille danoise qui est en vacances, on ne sait où, dans un pays où il y a des gens qui sont motivés, de les capturer et de les aligner sur une plage et de dire voilà, vous avez brûlé le Coran, ben voilà ce que nous on fait de vos citoyens, bande de chiens d'infidèles. Ouais, je comprends. Seulement, je sais pas si c'est mon recadrage français que j'effectue depuis 20 ans, mais je me rappelle que la France a pris le pouvoir à la fille aînée de l'Église. Et l'Église organisée comme elle l'était à l'époque, ça n'a rien à voir avec l'islam d'aujourd'hui qui est absolument désorganisé, où les gens s'entretuent entre courants. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Église, était autrement puissante et le peuple français lui a pris le pouvoir, lui a arraché des mains. Ce que je veux dire par là, alors il y a un petit peu de romanesque dans ce que je raconte. Ça a été compliqué, ça a été violent, ça a été etc. Ok, mais n'empêche que c'est comme ça que ça s'est passé. On se rappelle peu aussi que en 1905, pour revenir un peu plus près de nous, lors de la loi de séparation, il a fallu que la France envoie l'armée dans certaines églises. Les prêtres ont résisté avec le soutien du Vatican. Ce que je veux dire, c'est que on est quand même devenu très lâche. On est quand même devenu très lâche. Est-ce qu'on va céder aux terroristes? Ouais, effectivement, c'est horrible ce dont tu parles. Je connais les représailles. Mais c'est quoi la suite si on cède à ça? C'est quoi la suite? On se couche à chaque fois. Je veux dire, à un moment, c'est ce qu'on a perdu en Occident. Il n'y a plus personne qui est capable de mourir pour des idées. Il n'y a plus personne qui est capable de mourir pour une nation. Il n'y a plus personne. Enfin, moi, on parlait de Spinoza, pour revenir à lui, ce sera définitivement la personne centrale de mon intervention. Spinoza, c'est quelqu'un qui a subi un RM, qui a été rejeté de sa communauté à une époque où être rejeté de sa communauté, ça voulait dire ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir se nourrir, ne plus avoir personne à qui parler, puisqu'on n'avait pas le droit de parler aux gens qui subissaient un RM. Ce sont des gens qui étaient capables d'aller très loin pour leurs idées. Est-ce qu'on n'est plus capable de ça ici? Est-ce qu'on doit forcément se coucher devant des intérêts financiers? Est-ce qu'on doit se coucher devant l'horreur du terrorisme? Est-ce qu'on n'a pas d'armée? Est-ce qu'on n'a pas… Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, à un moment, c'est dur ce que je dis. Et franchement, je vous dis pas ça de gaieté de cœur. Moi, dans ma ville, c'est pareil. J'ai subi pas mal de violence, mais à un moment, je veux dire, il faut aussi qu'on soit capable de se dire que ce combat qu'on mène, ou bien il est valeureux, et dans ce cas-là, eh bien, il mérite d'être mené jusqu'à son terme, voilà, moyennant tout ce que ça réclame de sacrifice, ou bien alors on décide que les intérêts financiers et la vie individuelle est plus importante, et dans ce cas-là, ben, on se couche à chaque fois, quoi. Et j'ai un petit peu du mal avec cela aussi, je crois. Mais moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais c'est ce que je te dis. Quel ministre, quel politique va pouvoir assumer si on envoie une vidéo, comme je te dis, hein, façon Daesh, une vidéo, voilà, vous vous êtes attaqué à notre sacralité, on vous renvoie une famille dans 5 ou 6 colis et pas tout à fait entier, quoi. Je veux dire, c'est pas le ministre en lui-même qui est menacé. Ce sont des gens, des anonymes, des innocents. Je dis pas qu'il faut que le Danemark se couche. C'est pas ce que je dis. Je dis seulement, il y a cette problématique à prendre en compte. Et ça modifie le rapport de force qu'il y a à avoir avec l'islam. Ça le modifie profondément. Il faudrait d'autres types de décisions au niveau international, peut-être, pour éviter d'être le sujet d'un tel chantage.
Voilà, et c'est ça, c'est là où on est lâche aussi, où nos politiques sont lâches. Et de toute façon, les politiques, moi, je leur jette pas la pierre. On élit, je veux dire, les politiques ne sont que l'émanation de la pourriture du peuple. C'est-à-dire qu'on élit qui nous ressemble. Et ces gens sont lâches et intéressés, comme la plupart du Pékin moyen dans ce pays. Et c'est ça le problème, parce que à un moment, si les idées ne comptent pas, bah, comme je te l'ai dit, on va se coucher devant tout, parce que on est quand même l'Occident, malgré tout, malgré le recul de l'Occident, on est la civilisation la plus puissante et la civilisation la plus riche. Je veux dire, si on n'est pas capable de mettre en place des sanctions coercitives, on peut le faire devant Poutine, on peut le faire devant pas mal de gens, on peut le faire devant les Chinois quand ils exagèrent, on peut le faire devant l'Iran. Enfin, on a des moyens coercitifs. On est quand même des nations assez puissantes. Maintenant, il faut avoir la volonté et l'envie de cette puissance. Est-ce qu'ils en ont vraiment envie? Est-ce que les intérêts personnels de ces gens-là ne passent pas en premier? Est-ce qu'ils n'ont pas envie d'une jolie retraite au Qatar après avoir siégé au gouvernement français, européen ou que sais-je? Ça me rappelle ces histoires de corruption par le Qatar au Parlement européen. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens pensent plus qu'à eux et ils pensent plus qu'aux intérêts financiers. Je veux dire, on nous a expliqué qu'être quelqu'un de bien dans notre société, c'est être matérialiste athée uniquement. Attention, j'ai rien contre les matérialistes athées, mais n'être que ça pose un problème parce que, eh bien, ça fait de nous des jouisseurs qui courent après l'argent et qui n'ont plus aucun idéalisme en fait. Et je suis pas un apostat qui a quitté l'islam pour en garder la structure et qui dit il faut se sacrifier, aller faire des attentats, etc. Non, on est capable de faire ça comme des gens civilisés et de rester fort face à ces gens, de rester organisé avec des armées régulières, avec un droit de la guerre. Et je veux dire, voilà, mais ne pas se coucher et commencer par des sanctions diplomatiques, ce qu'on ne fait absolument pas. Je veux dire, quand par exemple, on a eu les attentats de Charlie Hebdo et que, en gros, la position de la Turquie, de l'Iran, c'était cher, je veux dire, on fait rien derrière nous. On fait rien. C'est pas normal. Quand vous avez l'attentat contre Salman Rushdie et que vous avez l'Iran qui dit bah c'est bien fait et que vous avez la Turquie qui dit ouais quand même il a cherché et que vous avez les Occidentaux qui ferment leur bouche, on a un problème. Je profite de ce moment rapidement. Déjà, je voulais te remercier. Bon, je me permets de te tutoyer, Cyril, pour ton intervention et celle de la Posta Café. Il y a un nouvel invité qui va arriver. Donc, d'abord, dans un premier temps, je vais, pour le bien de tous, permettre à Jacobin de faire une petite pause parce que je pense que les neurones de tout le monde vont commencer à fatiguer, à presque lâcher. 6 heures d'émission déjà. Ouais, ça fait déjà. Il reste des invités, attention, c'est pas terminé. Donc voilà, je suis désolée, j'ai l'impression de vous couper dans votre discussion. Mais, C'était très intéressant. mais voilà. Merci beaucoup, En tout cas, c'était merci très beaucoup d'être venu. intéressant, très enrichissant. Franchement, je te découvre, hein, je connaissais pas du tout et je jetterai un œil à ta chaîne. Et je te remercie sincèrement pour le temps que tu nous as accordé et voilà pour cet échange. Et puis voilà. Bon, voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Et puis voilà, Merci je te remercie beaucoup. très sincèrement. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup à Merci toi. beaucoup à à la vous prochaine. de m'avoir accordé du temps et de m'avoir écouté. Merci à vous. J'envoie la sauce. Pas de problème. Un C'est petit morceau à Posta avec entre grand deux plaisir. invités.